Bien, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci d'être venus dans ce lieu remarquable. C'était le restaurant L'Aladin, que je vous recommande. On recommande à tous de venir régulièrement déjeuner ou dîner dans ce restaurant. Les propriétaires qui sont l'âme de ce restaurant, et notamment Yamina, son mari, comment il s'appelle, qui est en cuisine? Je ne sais plus son nom. Ils sont en train d'arriver, on peut leur demander. Tu les vois arriver là? C'est eux qui arrivent là? Oui. Ah oui, voilà. Donc on vous remerciait pour votre accueil. Voilà, merci à vous. Voilà. Mais faites comme chez vous, installez-vous. Voilà, donc on ne saurait que trop les remercier pour à la fois leur accueil toute l'année, leur cuisine, et puis l'accueil de façon tout à fait particulière pour un restaurant de cette rencontre. Il n'y a plus de table pour un restaurant. Ne pas avoir de table, c'est toujours curieux, mais il y en aura après pour ceux qui ont réservé pour le repas. Voilà. On les réinstallera tout au long. Donc, dans un premier temps, comme on dit selon la formule, on est sur les nourritures spirituelles, après ça sera les nourritures terrestres, et l'alliance des deux est toujours parfaite. Donc nous accueillons Arnaud Bertina qui est au milieu, on l'encadre bien avec les deux Dominique. Ah, et là je suis pris en étau là. Tu es pris en étau complètement, et on te remercie vivement d'être là. Voilà. Dans le cadre d'une résidence d'écriture proposée par l'association Luciole, qui est l'association que vous connaissez, qui organise des activités littéraires tout au long de l'année, et en partenariat multiple, et notamment là, en partenariat avec le pôle... Alors pourquoi 4 ? Le pôle 4... Le pôle 4 ? Oui. Parce que notre école nationale est divisée en pôles. Ah oui, d'accord. Donc nous sommes le 4e. Vous êtes numéroté, d'accord. Numéroté, voilà. D'accord. On a essayé de passer outre. Roussillon, on a essayé de passer outre les du numéros. champ lacanien, pour préciser, voilà. Parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Voilà. Voilà, et on peut préciser, parce que je vais l'oublier, qu'avec Arnaud Bertina, nous avons eu l'occasion d'avoir un entretien il y a un an maintenant. Que cet entretien est diffusé sur la chaîne YouTube de notre école de psychanalyse. Voilà, elle est souvent consultée, cette page d'ailleurs. Voilà. Donc, là, la proposition, c'est on va avoir une conversation avec Arnaud, qui sera ouverte à tout le monde ensuite, autour d'une question, d'un thème, parce que Arnaud est venu plusieurs fois autour de ses livres, donc on ne va pas faire une présentation exclusive de ces derniers livres, mais la question qu'on va tenter d'aborder du point de vue de l'écrivain qui est rien que cela, mais tout cela écrivain, Arnaud Bertina, la question d'écrire la souffrance des corps. Alors pourquoi ce thème? Ça renvoie très directement à ces deux derniers livres. On pourrait ajouter le troisième avant, qui sont les suivants. Donc, le plus récent s'intitule « Ceux qui trop supportent ». Il s'agit d'un récit fait à partir des rencontres multiples à la souterraine dans la Creuse avec les ouvriers de GMES entre 2017 et 2021, qui ont mené une lutte qui a défrayé la chronique nationale, vous vous en souvenez peut-être, parce que c'était un sous-traitant de Renault et Peugeot qui du jour au lendemain décide de ne plus confier cette sous-traitance à cette entreprise. D'où évidemment toutes les conséquences qui sont suivies, et puis la fermeture de l'usine, et une occupation longue et tenace des ouvriers qui refusent d'être licenciés, d'autant plus que dans la Creuse, c'est probablement le département
l'Aude, c'est pas mieux, mais la Creuse, c'est encore pire, le département le plus rural de France. Et c'était la seule entreprise du département qui existait, donc à la souterraine. À Guéret, qui est la préfecture de la Creuse, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu connais assez bien Guéret, c'est la désolation absolue. Donc, ce qui explique d'autant plus cette lutte tenace qui a été perdue d'une certaine manière, mais tu reviendras peut-être en partie, de ces ouvriers donc, de GMS, avec lesquels tu as cheminé et beaucoup discuté. Et ce livre, c'est le récit de cette rencontre. C'est ni un documentaire, ni un roman. C'est un récit entre littérature et documents, on pourrait dire. Voilà. Et on s'appuiera également sur le livre qui est paru avant. Donc tous les livres d'Arnaud Bertinat, pour l'essentiel, sont parus chez ce très bon éditeur qui est Vertical, qui est un éditeur qui est assez courageux et qui publie vraiment des auteurs assez remarquables et des livres tout à fait exceptionnels. Tu es d'accord avec ça? Je suis bien d'accord. Ben ouais. Donc l'âge de la première passe, c'est là aussi, c'est entre littérature et documents. Arnaud, tu as fait plusieurs séjours, pas du tout dans la Creuse cette fois, mais à Pointe-Noire, la Pointe-Noire qui est la seconde ville au bord de la mer du Congo, Brazzaville. Voilà. Et là, dans le cadre d'une ONG, implantée vraiment de façon très forte localement, tu as rencontré, avec le prétexte initial, mais qui n'a pas du tout été suivi comme ça, de faire des ateliers d'écriture. Tu as rencontré toute une série de jeunes filles, entre 15 ans et 20 ans, qui sont des filles mères, prostituées et déclarées sorcières. Donc, vous voyez le tableau, et tu as tenté de les rencontrer et de leur prêter une voix. Voilà. Donc, on se basera sur ces deux livres-là. On pourrait peut-être ajouter un troisième, alors qui est plus franchement une fiction, qui est paru avant, qui s'appelle « Des châteaux qui brûlent », et qui est une fiction qui est mise au théâtre actuellement et qui tourne un peu partout en France d'ailleurs, qui est l'histoire d'ouvriers. Alors c'est complètement basé sur le réel. L'histoire d'ouvriers qui occupent leur usine, qui est en fait un abattoir de volailles dans l'ouest de la France. En Bretagne. En Bretagne, voilà. Qui a fermé et qui refuse là aussi la fermeture de leur abattoir. Ce sont des conditions épouvantables, hein. Le travail dans les abattoirs, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur au fond d'une certaine manière. Et donc qui refusent et qui occupent leur usine, leur abattoir pendant un temps, et qui vont séquestrer un secrétaire d'État qui vient pour les rencontrer, pour calmer le jeu. Il y a tout un dialogue. C'est un livre basé aussi beaucoup sur les dialogues, quoi. Donc, on a là trois expériences humaines où la question du corps est centrale, et notamment du corps qui souffre à la fois comme corps psychique et comme corps physique. Et c'est là-dessus qu'on voudrait converser. Il faut un angle d'attaque avec toi. Et on peut commencer par une première question qui est le titre, qui est tout un programme du dernier livre, donc « Ceux qui trop supportent ». Alors, ce titre est très explicite, c'est le corps qui supporte avant tout, et qui supporte dans les deux sens du terme, hein, à la fois la douleur et aussi qui tient debout, qui tiennent debout ces corps, tous les ouvriers présents en l'occurrence, mais aussi ces jeunes prostituées. Alors, pourquoi ce titre? C'est en fait une citation, et tu pourrais un peu expliquer tout ça? Oui.
Je peux essayer. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Et puis merci à vous deux aussi d'avoir voulu que cette rencontre ait lieu. Cette fidélité au long cours me touche beaucoup. Oui, ce qui trop supporte, c'est une phrase, c'est un vers en fait d'Eschyle, mais que j'ai trouvé chez un écrivain français qui a beaucoup compté pour moi, François Bon, et qui m'a précédé sur ce terrain-là, c'est-à-dire celui de la parole des autres, de l'attention à la parole des autres, quoi. François Bon, il a fait un travail colossal dans les années 80-90 pour justement essayer de faire entendre des voix qui ne seraient pas celles de la bourgeoisie culturelle, qui ne seraient pas celles du langage académique, etc., etc. Et donc ça, pour moi, ça a été vraiment quand j'ai découvert son travail à la fin des années 90, ça a été une déflagration. Et donc dans un petit livre de lui, il cite... King. Oui, par King, il cite en fait au tout début, d'abord en le cousant à son propre texte, et puis ensuite dans un texte critique en expliquant d'où vient ce vers, il cite Eschyle, et la citation complète c'est « Parler convient mal à ceux qui trop supportent ». Et donc il y a déjà d'emblée, il y a l'idée déjà d'une douleur, presque on pourrait dire d'un handicap, c'est-à-dire qu'à partir du moment où si je redis le vers d'Eschyle, c'est à partir du moment où on supporte trop, même le témoignage, même la prise de parole devient très compliquée, quoi. Elle est entravée par tout ce qu'on doit supporter. Donc c'est une phrase en fait assez terrible, quoi, sous un dehors comme ça très poétique et tout. C'est une phrase qui est absolument terrible, qui désigne une forme de mutisme et d'aphasie liée à une vie trop accablante, quoi. Et ce dont je me suis rendu compte hier, parce qu'on a très très vaguement préparé la rencontre de ce soir ensemble, et je me suis rendu compte que dans le livre sur le Congo, je cite un passage de Jean Genet dans Les Paravents qui dit exactement l'inverse, et ça m'a un peu troublé. Il y a un personnage dans Les Paravents qui s'appelle Diouf, et qui dit à peu près, parce que c'est beaucoup plus beau, mais qui dit... s'il souffre trop, laisse-le au moins se reposer dans la parole. Donc ça dit quasiment l'inverse, c'est-à-dire que la souffrance n'empêche pas obligatoirement la parole, voire même elle peut être un moment de consolation, un moment de réinvention de soi peut-être, etc. Mais est-ce que ça ne révèle pas quelque chose qui est très étonnant dans la langue française ? C'est que les deux verbes dont on a parlé, supporter et souffrir, sont ambivalents. Ils ont les deux sens. Ils ont deux sens opposés. Oui. Et est-ce que ça ne renvoie pas à ça ? Est-ce que ça ne dit pas ça ? Si, ça peut, mais dans Genet, Genet n'utilise pas le verbe supporter. Mais oui, ça peut. Il y a cette ambivalence-là qui se fait entendre, c'est certain, quoi. Alors après, moi justement, ça m'a amené à rencontrer aussi bien donc des gens, des jeunes femmes au Congo que les ouvriers de la Creuse, pour qui le statut de la parole était vraiment très 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 différent. Et donc, je peux pas faire un paquet groupé de ces deux expériences-là parce que ce dont j'ai pris conscience en écoutant ces jeunes femmes au Congo et ce dont j'ai pris conscience en travaillant avec les gens de la Creuse, c'était que les forces et les appuis qu'ils pouvaient trouver dans le langage n'étaient pas du tout les mêmes. D'un côté, pour les jeunes femmes au Congo, et ça c'est quelque chose qui m'a passionné, et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre, c'est que elles sont couramment francophones, elles parlent toutes facilement 3 langues, donc c'est-à-dire le français et puis au moins 1 ou 2 langues du Congo, le Lari, le Kituba ou le Lingala, pour les 3 principales. Sauf que je pensais naïvement que le fait d'être francophone allait faciliter beaucoup nos échanges. Et en fait, je me suis rendu compte presque que c'était l'inverse. C'est-à-dire que ça me faisait croire qu'on arrivait à se comprendre, alors qu'évidemment, le français qu'elle parle est un français qui leur vient du monde colonial. Et quand bien même les Français ont rendu le Congo à son autonomie, à son indépendance en 1960, le français qui est parlé au Congo continue d'être marqué par cet héritage-là, de manière très très nette. C'est-à-dire, si je vais très vite, c'est tout simplement tout le vocabulaire de l'intime, de l'intimité, tout le vocabulaire qui permettra de décrire ce que c'est qu'une vie individuelle, des pensées individuelles et tout ça. Tout ça, en français, pour eux, ça n'existe pas du tout.
il leur manque toutes les nuances. Par exemple, nous, on va avoir une dizaine de mots pour dire la tristesse, pour dire le désespoir, pour dire l'accablement, etc. Et ben ces jeunes femmes-là, elles en avaient qu'un ou deux. Et quand elles en avaient deux, elles ne voyaient pas bien la nuance entre les deux. Parce que justement, pour elles, le français est encore là-bas, à ce moment-là, la langue de l'autorité, et pas du tout une langue qui permet justement de dire quelque chose de très intime. Donc le français qu'elles parlent est un français qui les empêche complètement d'accéder à l'expression de quelque chose de personnel. Dans la Creuse, c'était un peu différent. Mais c'était amusant parce que c'était un langage qui était là aussi quand même un petit peu cadenassé. Pourquoi ? Parce que donc ça faisait presque... Quand moi je les rencontre en 2017, ça fait presque 7 ans qu'ils se battent comme ça de manière acharnée. Ils sont tous de la CGT et ils sont assez habitués à répondre aux journalistes. Et donc le discours qu'ils tiennent est un discours qui est assez... il y a des concrétions calcaires autour de ce discours-là, quoi. C'est-à-dire ça bouge plus beaucoup, en fait. Ils ressortent les mêmes phrases, les mêmes blagues, les mêmes analyses. Et qui plus est, c'est aussi teinté par le vocabulaire syndical, c'est aussi des tournures syndicales, etc. Et donc, avec eux, j'avais tout un travail à faire pour essayer de les emmener sur un autre terrain et que quelque chose d'autre puisse se dire aussi, quoi, que simplement cette langue syndicale-là, quoi. Donc, avec les filles, essayer de casser l'emprise autoritaire de la langue française sur elle, et avec les Creusois, essayer de faire qu'ils n'en restent pas à ce qu'ils savent déjà dire, mais que je puisse, avec les uns et les autres, arriver à des trucs plus personnels. Donc la question de la souffrance, dans les deux cas, ne s'exprime pas du tout à nu, pas du tout du tout. Il fallait que je fasse un effort d'écoute pour arriver à comprendre d'abord pourquoi ça n'avait pas lieu, c'est-à-dire pourquoi ça ne se disait pas, et de comprendre que ça ne pouvait pas se dire, étant donné le médium utilisé, et ensuite faire un effort d'accompagnement pour que on puisse ensemble contourner ces obstacles-là. En tout cas, voilà, dans les deux cas, j'étais face à un outil, la langue française, qui empêchait que s'exprime une certaine souffrance, une certaine détresse. Il y a aussi une extrême pudeur des deux côtés de ces opprimés, qui les empêche peut-être d'exprimer plus librement leur souffrance. Alors, je sais pas, ça c'est compliqué de le dire, parce que par exemple au Congo, la question de la pudeur se place pas et se vit pas du tout au même endroit que pour nous. Mais elle existe. Elle existe, bien sûr, elle existe, mais justement à des endroits inattendus. Donc par exemple, il y a toute une partie des expériences qui ont à voir avec la sexualité qui peuvent se dire, oui. Et puis il y a quantité d'autres choses qui par contre ne pourront jamais se dire. Par exemple, la rancune contre les parents maltraitants, ça ne pourra jamais se dire, quoi. Ou alors vraiment du bout des lèvres, et puis ou alors ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire celles d'entre elles qui ont un jour été dites maudites ou dites sorcières. Pour elles, là aussi, il y a une impossibilité à dire ces mots-là. Et donc, c'est pas exactement de la pudeur, mais il y a un voile d'interdit autour de ces mots-là. Ces mots-là ne doivent pas être prononcés. Et dans la Creuse, il y a une espèce de pudeur, mais alors qui est une pudeur qui s'explique d'une autre manière et qui a à voir avec l'obsession du collectif. C'est-à-dire, et ça c'est très marquant dans cette lutte-là, plus encore que dans d'autres, que tout reste tout le temps collectif. Qu'il n'y en ait pas un qui se détache du groupe, qu'il n'y en ait pas un qui devienne une petite star pour les médias, qu'il n'y en ait pas un qui devienne le leader, qu'il n'y en ait pas un qui prenne la parole un jour tout seul, etc. etc. Et là, par contre, c'est à nouveau une question un petit peu de pudeur aussi, c'est-à-dire je ne dois pas être tout seul à porter cette lutte-là, elle doit rester politique, elle doit rester collective. Si je la portais tout seul à un moment, si grisé par les médias, par les caméras, etc., je me mettais à vouloir la porter tout seul, je commettrais une faute politique, mais aussi j'accorderais une importance à mon individualité que rien dans leur histoire personnelle et familiale et professionnelle ne les invite à prendre. C'est-à-dire, tout d'un coup, se penser plus important que les autres, c'est pour ces gens-là qui sont tous autour de la cinquantaine, c'est absolument impossible. En même temps, est-ce que c'est pas ce corps collectif qu'ils forment
qui leur permet de tenir Ah si, complètement. et d'être joyeux. Oui, 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 oui. Parce que dans les deux cas, ce qui est frappant, y compris les jeunes femmes, il y a une joie qui s'exprime. C'est pas que de la misère qui s'exprime, très loin de là. Non, non, loin de là. Mais alors, De l'intelligence, de l'invention, de la joie. Alors, elle n'est pas du même ordre parce que. Elle n'est pas du même ordre, non. Ouais, parce que au Congo, on a affaire à cette partie de la population congolaise qui est dans la plus grande misère possible. On n'imagine pas ce que c'est que la misère de ces filles-là, qui sont vraiment, c'est le bout du bout de la société. Hein, c'est vraiment et sauf qu'elles vivent dans un univers qui est d'une extrême violence et où elles ne croient pas un instant dans les vertus de quelque chose de collectif. Ça n'existe pas pour elles, ce truc-là. Il y a des moments de repos dans la compétition. Mais grosso modo, la compétition est partout tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça que même dans les moments joyeux, quand elles chantent ou dansent ensemble, ou quand elles se rendent des mini-services gratuits, ce qui n'est pas toujours le cas, il peut y avoir quelque chose de joyeux qui s'exprime, il peut y avoir comme une sorte d'énergie de vie qui s'exprime, mais c'est pas du tout comme en Creuse où effectivement leur boussole, c'est la joie qu'ils tirent à pousser cette expérience collective et la joie qu'ils tirent à se découvrir plus intelligents grâce aux autres. Ça, pour eux, c'est très très important. Et dans leur idée, c'est justement la seule façon de lutter contre le régime de la compétition généralisée qu'on nous impose depuis 40 ans. Mais au Congo, malheureusement, les filles ont été tellement violentées par la vie alors qu'elles n'ont que 15 ans qu'elles ne sont plus du tout en état de croire un instant à cette chose-là. Elles ont trop encaissé de coups, elles ont été trop violentées psychologiquement et physiquement pour croire encore qu'il puisse y avoir quelque chose de collectif, de bon sur le plan collectif. Est-ce que tu as des contacts avec elles actuellement encore? Non, parce que elles n'ont pas de... C'est technique, c'est tout bête, elles n'ont pas d'abonnement Internet. Donc elles ont des téléphones, mais elles n'ont pas d'abonnement Internet. Et donc j'ai un lien avec 2-3 d'entre elles qui ont ces abonnements-là. J'ai un lien avec des gens de l'ONG avec lesquels j'ai travaillé. Et donc je continue comme ça d'avoir des nouvelles de l'ONG localement. Mais non. Et puis c'est pareil, l'écrit est pas... donc ils sont très forts pour poster des selfies d'eux, mais pas pour répondre à des mails c'est-à-dire que quand je reçois un bonjour, ça va, je fais l'effort de faire une réponse, de donner des nouvelles de ce que je fais, de ma fille, etc. Et puis je reçois un super. C'est-à-dire ça enclenche pas une conversation, quoi. Donc le lien est encore là, mais l'écrit est vraiment un problème. Ouais. Si tu permets, Dominique. Vas-y. J'aimerais aussi te saluer, Dominique, parce que c'est toi qui as proposé ce titre, Écrire la souffrance des corps, et je trouve que c'est exactement celui-là qu'il fallait trouver, parce que ça rend bien compte du travail énorme que mène Arnaud. Et j'aimerais, moi, te poser une question sur un autre terrain, puisque cette année, avec une grande amie et collègue, dans le cadre de ce fameux pôle 4, nous travaillons sur ce que veut dire parler. Ce que veut dire parler dans le champ de la psychanalyse, mais aussi dans le champ social, avec aujourd'hui tous ces témoignages qui passent par l'écrit. Donc le rapport entre l'écriture et la parole. Et j'aurais envie de te soumettre une idée, je crois qu'elle m'est venue, et peut-être que tu n'y es pas pour rien, que tes livres n'y sont pas pour rien. J'ai le sentiment que l'écriture littéraire répond à ce qui ne peut pas se dire. Alors est-ce que ça évoque quelque chose? Parce que quand tu as dit qu'on a préparé hier soir, mais on n'a pas préparé les questions. Ensuite, on évite de passer à autre chose. Est-ce que ça évoque quelque chose Alors, en fait, ça fait souvent partie des tartes à la crème du discours des auteurs et des autrices de dire j'ai voulu approcher l'indicible. Et à chaque fois qu'un auteur ou une autrice dit ça, j'ai toujours le sentiment qu'il se dépeint en super-héros, quoi. C'est-à-dire voilà, j'ai voulu dire l'indicible. Oui, mais si c'est indicible, si c'est réellement indicible, non, en fait. Je veux dire, la définition du mot, c'est que ça ne peut pas se dire. Donc si tu as réussi à dire quelque chose qui était indicible, soit t'es quelqu'un d'incroyable, soit tu nous trompes sur la difficulté qu'il y avait à écrire ce que tu as écrit.
En fait, je crois que le grand challenge pour les écrivains, c'est qu'on aborde des sujets, par exemple des sujets comme cela, par exemple les filles au Congo, donc c'est-à-dire vraiment le maximum de la souffrance et de la détresse. On aborde ça, et en fait on l'aborde d'emblée avec déjà des outils en fait que nous a légué le cinéma, la littérature, la peinture, les arts, le journalisme, etc. Et la grande difficulté là-dedans, c'est on ne peut pas s'avancer tout nu, c'est-à-dire sans ces outils-là, sans ce bagage culturel-là, où on a vu la prostituée être décrite au 19e, au 20e, etc. Et en même temps, il faut, à un moment, c'est obligé dans le travail d'écriture, il faut arriver à écrire sans ça. Parce que sinon en fait, on plaque sur des personnes qu'on rencontre, on plaque des choses qui n'ont rien à voir avec elles, qui ont à voir avec l'imaginaire, en l'occurrence, par exemple, l'imaginaire occidental de la prostituée, ça n'a absolument rien à voir avec la situation des prostituées au Congo. Et donc, le grand travail qui me passionne absolument dans la littérature, c'est ça, c'est de dire qu'à un moment, il faut essayer de faire il y a un effort de description à produire, de description et d'honnêteté à produire, pour faire que le texte qu'on va livrer ne soit pas encombré par toute la bibliothèque qu'on transporte, mais que ce soit bien le résultat de ce qu'on a vu. Je peux donner un exemple très simple. J'arrive là-bas pour le premier séjour et je me dis je vais me retrouver avec des mineurs prostituées, quoi. Donc d'emblée, il y a obligatoirement une partie de moi qui est tout d'un coup vampirisée par la compassion et la pitié, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de pas éprouver de pitié a priori pour les personnes que je vais rencontrer. Sauf que en fait, si je fais ça, d'emblée, dès que je suis face à elles, d'emblée elles sont engluées dans ce regard-là, où ce que je leur donne, c'est que ma pitié, et donc à aucun moment je leur donnerai, par exemple, de l'admiration. À aucun moment je serai attentif à des preuves qu'elles glissent en catimini pour dire attention, je ne suis pas que pitoyable, je suis aussi autre chose. Je suis aussi, peut-être à certains moments, je suis aussi admirable. Peut-être à certains moments, ça va, et j'ai pas besoin de tes larmes, etc., etc. Et donc, si je passe à côté de ces signes qu'elles m'envoient, de ces signaux qu'elles émettent, eh ben, je fais un geste littéraire nul. Voire peut-être un geste littéraire dégueulasse. C'est-à-dire, je les enferme dans le statut de victime, alors qu'elles m'ont apporté la preuve qu'elles étaient capables d'être autre chose que simplement des victimes. Elles sont des victimes, c'est pas la question. Mais on n'est jamais intégralement quelque chose. Là, il y a peut-être des gens qui me trouvent insupportable, et qui, dans un quart d'heure, vont me trouver intéressant. Je veux dire, on n'est jamais une seule chose, quoi. Donc, et c'est là où c'est ça que promet la littérature, c'est je vais vraiment faire attention à ne pas te caricaturer. Que tu sois un personnage de fiction ou une personne réelle rencontrée dans la vraie vie, dans les deux cas, l'éthique littéraire suppose le même travail. Je vais faire l'effort de ne pas te caricaturer. Par rapport à ça, tu proposes un chemin dans les deux livres qui est très intéressant, enfin qui fait réfléchir, qui est que tu sens le danger, tu le dis autrement, d'être le porte-parole ou le porte-voix des unes et des autres. Hein. Et la voie que tu imagines pour éviter cet écueil qui est évident, quoi, c'est sans doute de t'interroger sur ta place et de t'interroger sans concession sur ta place. Qui suis-je et quel type de relation j'ai à ces personnes totalement différentes? C'est la question de l'altérité, quoi. Oui. Je ne vais pas les ramener au même que moi. Et donc, tu as une interrogation qui est magnifique, par exemple, dans l'âge de la première passe, tu parles d'abord de toi et de ta position. Et là aussi, d'une certaine manière. Oui. Et ça, c'est assez remarquable. En fait, pour le Congo, bizarrement, c'est la seule fois, et c'est la première et peut-être une des dernières fois où je le fais, c'est-à-dire, alors que je vais rencontrer ces jeunes femmes, je consacre peut-être un tiers ou un quart du livre à des choses très personnelles.
je parle un peu de ma vie amoureuse, je parle de mon rapport à la question de la prostitution, etc., etc. Et donc, on peut, je pense qu'il y a des lecteurs qui peuvent être un peu désarçonnés en se disant, bah, il nous emmène au bout du monde, et puis au final, c'est pour parler de lui. Sauf que justement, il m'a semblé absolument nécessaire de faire ça, parce que si je ne le faisais pas, je reproduisais le geste problématique d'une partie de l'anthropologie, c'est-à-dire je regardais ces jeunes femmes comme des objets d'étude, avec un regard un peu surplombant, comme si moi, je n'étais pas partie prenante de ces questions-là. C'est-à-dire comme si moi, quand elles me confient leur détresse affective, quand elles me parlent de la violence des mecs, quand elles me parlent de qu'est-ce que ça veut dire de se vendre, de vendre son corps, etc., comme si moi, j'étais pas concerné par toutes ces histoires-là, alors qu'évidemment, je suis concerné, d'une certaine manière, comme tout le monde. Et donc, dans les entretiens que j'avais avec elles, je faisais exprès, et des fois ça leur faisait bizarre, je faisais exprès de tout d'un coup leur parler de moi. Pour que justement elles sentent que j'essayais de construire, c'est fragile, mais j'essayais de construire une espèce de plateforme où on serait sur un pied d'égalité, elle et moi, quoi. C'est-à-dire, c'est pas juste je te prends ton témoignage et puis je vais faire un livre avec, mais moi aussi j'essaye de construire un truc avec toi. J'essaye de me montrer, par exemple, aussi fragile que toi à certains moments. Mais en même temps, en n'étant pas dans l'illusion qu'il y a une relation symétrique. Non. Il y a une dissymétrie fondamentale. Évidemment, elle est... Que tu poses clairement. Oui, mais il faut essayer de construire, et c'est pour le coup, c'est un geste décolonial, il faut essayer de construire un truc d'égalité entre elle et moi quand même, quoi. Il faut, même s'il est illusoire, même s'il est fragile et tout, c'est ça qu'il faut essayer de construire. En fait, je reviens au début de ta question, c'est pas tellement que je veux pas être le porte-voix, parce que d'une certaine manière, le livre relaie la voix de ces filles et des ouvriers de la Creuse. La grande différence avec certains types de livres, c'est ce truc que souvent on dit, vous leur rendez leur noblesse, ou vous leur donnez de la noblesse. Mais jamais de la vie. C'est-à-dire, ils m'ont pas attendu, en fait, ni les unes, ni les autres. Ça, c'est moi, effectivement, pourquoi j'ai voulu faire le livre, c'est parce que j'ai constaté cette noblesse-là. Et donc, je me dis, mais c'est important de la faire entendre, parce que le reste du temps, dans les médias, etc., c'est pas comme ça qu'on parle de ces gens-là. Donc, c'est hyper important pour moi de faire entendre cette noblesse-là. Mais c'est pas moi, écrivain venant écrire sur eux, qui tout d'un coup leur donne des lettres de noblesse. Pour moi, la nuance, elle est vraiment très importante, quoi. Et c'est là où la question d'écrire et de porter la parole d'autrui mais mérite effectivement qu'on s'arrête sur la façon dont tu procèdes, parce que tu ne parles pas à la place des autres, tu ne parles pas à la place de quelqu'un qui voudrait valoriser leur démarche. C'est quand même beaucoup plus subtil. Et je prends cet exemple-là que tu relates dans L'âge de la première passe, où une des jeunes femmes arrive complètement amochée, avec le visage détruit, et tu assistes à cette scène hallucinante où les autres vont la chambrer, se moquer d'elle, alors que le premier élan, c'est la pitié, c'est la compassion, c'est de se dire mais c'est pas possible. Et non, parce qu'on n'évolue pas dans le même registre. Et donc cette altérité se mesure aussi avec le fait qu'il faut prendre en compte la parole de l'autre dans ce qu'elle est, avec son code, son originalité, parce qu'on pourrait considérer que c'est barbare, vu de loin. Oui. Toi, non, tu vas rapporter cette parole qui, quand je dis qu'elle ne peut pas se dire, c'est qu'elle ne peut pas être entendue. À certains égards, pour un bon occidental, c'est inadmissible, ce genre d'attitude. Oui. Mais non, toi, tu vas parvenir à faire entendre que ce sont des relations codifiées et qu'elles ont leur raison d'être et qu'on n'a pas à en juger. Donc porte-parole, c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé dans plusieurs de tes livres et notamment celui-là, qu'effectivement tu ne parles pas à la place des autres, tu essaies d'écrire une parole qui n'arrive pas à se dire parce qu'on ne peut pas l'entendre. C'est à ce niveau-là, hein. C'est rien à voir avec le... Ouais. Mais tu vois, là il y a un enjeu qui est pas simplement littéraire, qui est, et pour le coup, s'il y a des psychanalystes ou des psychiatres, c'est une question
est centrale dans ce travail-là aussi. C'est complètement deux choses différentes. De dire c'est indicible, ça ne peut pas venir jusque dans la parole, jusque dans les mots, et de dire ça a été dit mais personne ne l'entendait. Par exemple, ça a été un des grands enjeux de MeToo. C'était justement, c'est les femmes qui disent je suis allé au commissariat et on m'a pas écouté. J'ai parlé dans ma famille et on m'a pas écouté. C'est ce que j'appelle ce qui ne peut pas se dire. Voilà. Je n'ai pas parlé d'indicible, moi. Oui, ce qui peut pas se dire, ce qui peut pas se penser, ce qui peut pas se concevoir, parce que ça déborde trop le cadre familial, social, etc. Mais je voudrais revenir en fait un peu en amont de ta question. Moi, ma démarche, et je le dois aux jeunes femmes du Congo et aussi aux ouvriers de la Creuse, c'est-à-dire que j'ai intellectualisé ma démarche a posteriori, tu vois. Et en fait, c'est de partir du principe qu'il y a de l'intelligence qui s'exprime où qu'on soit, peu importe quelle est la personne qui est en face de nous, il y a de l'intelligence qui s'exprime. Et le grand truc, c'est que c'est pas à la personne... par exemple, un prisonnier, une mineure du Congo, un ouvrier de la Creuse qui n'a pas fait du tout d'études, etc. C'est pas à lui à me prouver qu'il est intelligent. C'est pas à lui à tout d'un coup à se mettre à parler comme moi pour que je sois enfin convaincu qu'il est intelligent. C'est évidemment à moi de comprendre où est-ce qu'il y a de l'intelligence qui s'exprime dans ce qu'il dit, quoi. Et là aussi, c'est un drôle d'effort parce qu'en fait, par exemple, l'expérience la plus bête dans ce registre-là, c'est quand quelqu'un parle pas très bien français. Un espagnol, peu importe, il parle pas très bien français, et bien en fait quand même spontanément, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais spontanément on se dit il est un peu con. Mais non, en fait, ça n'a strictement rien à voir, quoi, en fait. Et donc, l'habileté dans le langage, moi, c'est pareil, ça pourrait être un critère, puisque justement, j'aime tellement ça, puisque tous les faits de langue m'intéressent tellement. Mais en fait, je dois justement pas tomber dans ce piège-là. Et quand je suis face à un ouvrier de la Creuse qui s'exprime hyper mal, qui, une phrase sur deux, raconte n'importe quoi, et ben, ou alors qui me sort un exemple qui me semble pas du tout convaincant. Et ben, en fait, c'est à moi de comprendre ce qui est en jeu dans l'exemple. Je vais l'illustrer. Il y a un des ouvriers de la Creuse, Franck Caria, quand je parle avec lui en 2017, c'est un homme qui a à peu près mon âge à ce moment-là, donc 43. Mais il a quelque chose d'encore très poupin. Il est très timide, alors qu'il a 3 enfants, et que quand il va me raconter son parcours, c'est quelqu'un qui en voulait, quoi. C'est-à-dire, scolairement, il s'est battu, il était sorti de la filière générale, il réussit à la réintégrer à force d'obstination, etc., etc. Bon, il réussit à faire des études à la fac. Bon. Et donc on a 2 heures d'entretien, et il me raconte une anecdote qui remontait au mois de juin, donc 3 mois plus tôt. Et il me la raconte encore hyper ému. C'est-à-dire vraiment, il a des larmes qui lui viennent quand il me raconte ça. Et ce qu'il me raconte, c'est ils sont allés sur les Champs-Élysées pour manifester devant les showrooms de Peugeot et Renault, avenue de la Grande Armée et tout. Et ils ont été évidemment balayés par les CRS. Et donc ils sont revenus sur la place de l'Étoile, ils ont marché, ils ont fait 2 fois le tour de la place de l'Étoile en bloquant la circulation, et puis ensuite ils ont décidé de laisser tomber, puis ils ont descendu l'avenue des Champs-Élysées sur le trottoir. Sauf que Franck, à un moment, dit que tout d'un coup ça lui a pris, il dit bah non mais on va rebloquer à nouveau la circulation. Et donc il met un pied sur la chaussée, et là il y a des flics en civil qui lui disent tout de suite vous remontez tout de suite sur le trottoir, et Franck, au lieu d'obéir, il dit à ses camarades, il dit ah non allez venez on y retourne, quoi. Et donc ils y retournent, et puis ils bloquent pendant 10 minutes, un quart d'heure les Champs-Élysées. Et il me parle de ça hyper ému. Et moi je me dis vraiment en mon fort intérieur, mais heureusement que j'enregistrais, je me dis en mon fort intérieur, ah bah dis donc Coco, ça va, t'as pas pris l'Élysée d'assaut, quoi, tu vois, enfin c'est pas non plus un fait de guerre hyper impressionnant, quoi. Et pendant 2 ans, régulièrement, tous les 6 mois, je réécoutais ce passage-là, comme les autres passages, les autres entretiens, et à chaque fois, je disais oui, bon allez, ça je m'en fous. Et puis en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit mais non, mais quand même, Bertina, fais l'effort de comprendre pourquoi il est ému. En fait, s'il est ému, c'est qu'il y a quelque chose. En fait, c'est à toi de le comprendre. C'est pas d'après tes critères à toi. C'est pas. Et donc j'ai fini par comprendre cette chose-là, c'est que j'étais face à quelqu'un qui toute sa vie, depuis l'adolescence jusqu'à sa vie d'adulte, de père de famille, etc., qui toute sa vie aura été aussi scrupuleux que ses camarades, c'est-à-dire rester honnête tout le temps.
travailler tout le temps, payer ses impôts tout le temps, payer la moindre amende tout le temps, etc. Et donc le jour où il s'autorise à faire un vague truc interdit, et ben en fait c'est colossal. C'est-à-dire, oui, juste descendre sur la chaussée, c'est interdit, mais je vais le faire quand même. Et en fait, mais il se libère là d'un poids qu'il avait sur les épaules pendant 30 ans. Et effectivement, c'est normal d'être ému par ça, quoi. Le jour où enfin on se redresse et voilà, on ne devient pas calamity Jane pour autant, mais on a fait un truc qui, à ses propres yeux, déjà est complètement fou. Et donc, ça permettait de comprendre quelque chose de l'ADN de ce groupe d'ouvriers-là, quoi. C'est-à-dire l'obsession de la légalité, l'obsession de la chose publique, de la chose commune, etc., etc. Et en fait, c'est souvent par les choses que je ne comprenais pas, que ce soit au Congo ou en Creuse, c'est souvent par les choses que je ne comprenais pas que tout d'un coup j'accédais à vraiment quelque chose de singulier chez ces personnes-là. Donc partir du principe, par exemple au Congo, c'était très facile pour moi de penser que les filles étaient moins pertinentes que moi. Pourquoi ? Puisque j'ai 30 ans de plus qu'elles, j'ai fait des études, je vis dans un relatif confort, en tout cas dans un grand confort par rapport à elles. Alors qu'elles ont arrêté l'école avant le collège, qu'elles ont plus leurs parents, etc., etc. Donc bref, tout est là pour que je me pense plus intelligent, plus malin que ces filles. Et ben en fait non, c'est-à-dire plus d'une fois j'ai ravalé des conseils que j'étais tenté de leur donner en me disant mais non, mais en fait elle vient de dire quelque chose qui te semble absurde, mais en fait elle connaît mieux le Congo que toi, elle connaît mieux le bain culturel qui est le sien, elle connaît mieux que toi ce qui est possible et impossible. Donc si je lui dis « arrive devant ta mère qui ne t'a pas vu depuis 8 ans sans cadeau », je lui dis quelque chose qui est absurde, voire même je l'envoie se fracasser contre un mur. Et donc c'est elle qui sait qu'elle est obligée d'arriver avec des cadeaux. Parce que c'est elle qui sait donc, quel est le régime de la famille dans ce bain culturel-là, quoi. Donc il y a un truc avec, et c'est au centre de ce livre-là, il y a un truc avec la question de l'universalisme à la française, quoi. C'est-à-dire de toujours penser que des valeurs ou des descriptions, si elles valent pour nous, elles vaudront partout dans le monde. Moi, là, d'expérience, je dirais que non, c'est pas possible. En tout cas, ça marche pas comme ça. Et que donc, la souffrance ne se dira pas de la même manière, elle se vivra pas de la même manière, elle sera pas ressentie de la même manière. Là où la fille qui s'est fait tabasser, donc, que tu mentionnais, peut-être que, j'en sais rien parce que je lui ai pas posé la question, peut-être que 2 jours après, il n'y paraissait plus, quoi. Peut-être que c'était réglé dans sa tête. Alors que moi, je me souviens très bien de camarades de classe qui pouvaient se faire des fois taper. Et non, c'était là tout le temps ensuite. C'était obsédant, c'était destructeur, c'était acide. Mais elle, si elle se laisse aller, entre guillemets, à cette acidité-là, alors là, il n'y a plus de vie, quoi. Donc en fait, son sursaut de vie, c'est justement de pas faire la même place qu'en Europe à la violence qu'elle subit. C'est pour ça que le disciple et l'indicible n'a pas la même... Je retombe sur mes pattes, le disciple et l'indicible n'ont pas la même valeur pour nous, chez nous, avec ceux dont on pourrait témoigner, que pour ces filles-là. C'est-à-dire certaines choses seront disciples, d'autres choses ne le seront pas, et ce ne sera pas du tout les mêmes en Europe. Mais je parle pas, j'insiste, je parle pas du tout de l'indicible, mais de ce qui ne parvient pas à se dire. Ce qui ne parvient pas à se dire, pour le dire autrement. Je trouve que dans ta démarche, il y a quelque chose que des oreilles sensibles là ont déjà sans doute souligné, mais à quel point tu fais la supposition, tu fais un pas qui est énorme, faire la supposition que l'autre sait. Il sait sans doute mieux que toi ce qu'il vit. C'est pas évident d'avoir cette éthique-là dans la rencontre avec autrui. Oui, mais tu vois, je le pensais a priori, et c'est au Congo que c'est devenu tout d'un coup une conviction concrète. Tu vois. C'est-à-dire qu'avant, je le pensais a priori parce que, par exemple, j'avais lu un livre de Jacques Rancière qui est un peu dans ces parages-là, intellectuellement, avec le maître ignorant, etc. Mais voilà, c'était pas lié à une expérience concrète. Alors qu'au Congo et dans la Creuse, j'ai fait tout le temps cette expérience. Oui, c'est une expérience aussi qui te concerne, que tu relates. Hein. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, moi je suis bousculé et changé par ces 2 livres. Oui. Mais tout ce que tu disais avant, là, un peu avant,
m'amène, je provoque un peu à vouloir réhabiliter ce mot que tu as rejeté d'un revers de main rapide, la question de la pitié. Parce que ça me fait penser à Rousseau, etc. C'est-à-dire que, bien sûr, ce mot cette notion a été complètement pervertie par des siècles de vulgate chrétienne. Mais est-ce que c'est pas un ressort qui t'anime au fond et qui est nécessaire parce que est-ce que c'est pas une forme de sentiment de pitié, de commisération qui t'amène, et je repensais à ces recueils de nouvelles de Giono sur la pitié, justement. Solitude de la pitié. Solitude de la pitié. Et est-ce qu'il n'y a pas de cet ordre-là dans le mouvement émotionnel, affectif, sensible, qui permet de surmonter, d'aller au-delà de toutes les représentations et les préjugés que tu vas avoir sur l'autre, quoi. Oui. Et je pense que, par exemple, dans ceux qui te supportent, ça joue beaucoup. Par exemple, quand tu évoques des personnages pour lesquels tu n'as pas ce sentiment-là, eh bien, alors tu es très honnête, tu te trompes. Et je pense à l'épisode avec la préfète qui vient à l'enterrement d'un des ouvriers qui s'est tué de fatigue sur la route. Tu interprètes son attitude, ses gestes, de façon que tu reconnais après coup, parce que les ouvriers après coup t'ont dit qu'ils ne le voyaient pas comme ça, fausse, et parce que je pense que le sentiment que tu avais, qui animait la relation que tu avais à la préfète, en l'occurrence, pour prendre cet exemple, n'était pas de l'ordre de la pitié. Oui, je suis complètement d'accord. Là, je me caricaturais, c'est-à-dire parce que j'étais pas en train d'écarter complètement la question de la pitié. Je disais juste que ça peut pas être les seules lunettes avec lesquelles je regarde les filles, parce que si à certains moments, quand elles me racontaient des choses, si par exemple je m'étais laissé aller à être ému devant elles, je pense que elles auraient été embarrassées, et voire peut-être certaines d'entre elles se seraient même demandé qu'est-ce qui m'arrivait, quoi, qu'est-ce qui me prenait. Enfin, c'est-à-dire que si elle, ça ne provoque pas des larmes chez elle et que ça en provoque chez moi, tout d'un coup, il y a un décalage qui est un peu compliqué quand même. Donc en fait, moi, mon souci, c'est pas du tout d'entrer en guerre contre la pitié, pas du tout, parce que alors, Dieu sait si si j'ai la larme facile, etc. Je suis ému en permanence, etc. Mais la question, c'est plus, encore une fois, c'est de ne pas caricaturer les filles, pas les enfermer dans un schéma, pas ne voir en elles que des victimes. Voilà, c'est juste ça que je disais. Sinon, je passe à côté des signes où elles me prouvent qu'elles sont plus fortes. En fait, je dis à un moment, j'ai une formule un petit peu paradoxale pour le Congo, je dis que leur faire sentir encore mieux qu'elles sont pitoyables, c'est d'une certaine manière la pire chose que je puisse tenter de faire avec elles, parce qu'en fait, ce serait les inciter à prendre encore plus conscience du dénuement dans lequel elles sont, de la détresse qu'est la leur. Alors qu'en fait, si on veut qu'elles gardent la tête hors de l'eau et qu'elles ne soient pas écrasées par la douleur et la folie, bah, il faut justement essayer de faire en sorte qu'au contraire, on ne s'arrête pas trop sur la douleur que c'est, quoi, et qu'on passe peut-être un peu à autre chose. Donc en fait, là aussi, il y a quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire, oui, ce serait bien que des gens soient un peu plus souvent émus par leur situation pour que justement leur situation change et que moins de violence leur soit faite, mais on peut aussi espérer qu'elles ne se sentent pas pitoyables. Parce que du moment où tu te sens pitoyable, peut-être tu t'effondres complètement, quoi. Et c'est l'ambivalence pitoyable, oui, c'est extrêmement... Ça ne renvoie pas nécessairement à la pitié, au sens... Oui. Et j'ai envie de réagir Vas-y. pour contredire Dominique. Oui. Pour une fois que c'est pas moi-même. Pour une fois. Puisque la pitié, je crois que justement... Dans ce que tu écris, tu nous montres qu'effectivement, c'est pas là-dessus que tu te règles, c'est sur une autre éthique. Et j'aime beaucoup chez Lacan, alors je ne sais pas si tu connais ce passage-là, ce propos à propos de la pitié, où Lacan explique que la position de l'analyste est plus proche du saint, dans le sens où il ne succombe pas à la pitié, il décharite.
Il traite la pitié comme un symptôme dans lequel on peut le Oui, laisser tout à fait. empiéger. Et je crois que l'écriture et l'expérience que tu relates aujourd'hui nous montrent bien à quel point c'est au-delà. C'est au-delà de cette dimension-là. Si je comprends ce qu'il veut dire quand il invente ce mot de décharité, moi je me dis, et donc ça permet peut-être de concilier vos deux remarques, c'est que j'ai le sentiment que la littérature, même quand on fait de la fiction, même quand on fait de la poésie, etc., la littérature, elle est là un peu pour répondre à ce qui humilie la vie. Ça peut être aussi bien par exemple, quelqu'un qui serait hypnotisé par la finitude d'une vie humaine, ou quelqu'un qui, dans le cadre du travail, est humilié en permanence parce qu'il gagne rien, parce qu'on lui impose des cadences pas possibles, etc., parce qu'il est médiatiquement malmené, méprisé, etc. Peu importe, voilà, la vie humiliée. Et moi, j'ai le sentiment que les arts, la création artistique, elle est toujours dans les parages de cette chose-là, quoi. C'est-à-dire essayer de répondre à ces moments où la vie est humiliée. Essayer alors on pourrait dire de redresser les gens, mais c'est pas exactement ça. C'est vraiment, c'est pas uniquement relever des personnes, c'est vraiment quand tu vois dans la vie, quand tu vois dans le parcours de quelqu'un que la vie en lui a été humiliée, et ben pour moi l'écriture, en rendant compte de toutes les facettes d'une personne, l'écriture est là justement pour relever les gens. Tu n'es pas qu'une victime, je vais faire un effort de description et je vais montrer que tout en étant une victime, tu es aussi à certains moments quelqu'un de très joyeux qui adore danser avec ses copines, que tu es aussi à certains moments quelqu'un qui s'occupe très bien peut-être de ses enfants, que tu es aussi à certains moments quelqu'un qui rêve, etc. etc. Et en faisant cette description la plus exhaustive possible de toutes les facettes de ton identité, eh ben je crois que je te relève un petit peu, quoi. Bon, on ne va pas rester durablement sur ce point, bien que il me semble que c'est quand même un nœud essentiel, c'est une façon de dire le nœud essentiel de ce qui se joue dans la relation que toi, écrivain en l'occurrence, tu peux avoir avec ces populations. J'ajouterais quand même simplement que je pense que c'est une dérive de considérer la pitié comme le fait de positionner l'autre comme victime. C'est pas nécessaire. Par exemple, je me base beaucoup sur Rousseau, qui n'a pas développé cette question, mais qui a une intuition géniale sur ce point-là. Il dit l'homme a deux instincts de ressort, l'instinct de soi, au fond, l'amour de soi, et la pitié, qui est l'amour d'autrui, d'une certaine manière. Et ce qui est très dommage, c'est que, pour différentes raisons dont on va laisser, il n'a pas poussé cette logique-là, ce ressort-là, pour penser son lien social. Et je pense que ça amène les impasses de notre monde contemporain, qui sont les impasses qu'on a pensé qu'un contrat où chacun obéissant à tous, je reprends la formule, n'obéit qu'à soi-même, et ça renvoie à soi, est dans une impasse. Alors que cultiver un lien basé sur la pitié, c'est-à-dire comme mouvement de sortie de soi. Oui. S'il n'y a pas cette sortie de soi, je pense qu'il y a un problème quand même. Oui. Et que tu sors de toi d'une certaine manière. C'est l'effort. Mais moi, c'est mon effort toujours. Même quand je fais une fiction, la chose que me promet la littérature, c'est la possibilité de peut-être réussir à sortir de soi. Oui. Ce qui, encore une fois, est vraiment très très compliqué, parce que même quand on veut le faire, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Même quand on pense l'avoir fait, ça ne veut pas du tout dire qu'on l'a fait. Là, encore une fois, il y a beaucoup d'auteurs qui disent justement ce livre m'a changé. En fait, c'est un propos très ambitieux de dire ça, ce livre m'a changé, quoi. Parce que avant d'arriver vraiment à être soi-même renouvelé, changé, à ne plus penser de la même manière qu'avant de commencer à écrire ce livre, c'est vraiment très très compliqué, quoi. On ne peut pas trop se payer de mots. Il faudrait faire attention à ne pas se payer de mots. Mais le pari
enfin la chose que promet la littérature, c'est ça, c'est d'arriver à accéder à d'autres dimensions. C'est-à-dire, je ne vais pas simplement vous raconter mon histoire. Je vais essayer de vous raconter à la rigueur mon histoire, mais en faisant le pari du symbolique, c'est-à-dire que cette histoire, elle va agréger d'autres dimensions, et donc tout d'un coup, elle vaudra pour d'autres personnes, etc. Donc donc oui, cette attention à l'autre, oui, une fois, je faisais un ensemble de rencontres avec un autre écrivain, Tanguy Viel. Et en fait, on avait été très surpris tous les deux d'arriver à cette conclusion, à force de s'écouter l'un l'autre parler, de comprendre que lui, il écrivait pour se rassembler et que moi, j'écrivais pour me disperser, quoi. Et que dans nos deux cas, à l'un comme à l'autre, c'était quasiment de l'ordre un peu de l'obsession maladive, quoi. C'est-à-dire c'est vital presque. C'est-à-dire lui, il devait vivre avec un sentiment peut-être d'éclatement, de choses incontenables, et moi au contraire, j'ai un truc de grande claustrophobie sociale, psychologique, intellectuelle, qui fait que j'ai besoin à tout prix de l'écriture pour me disperser, quoi. Mais Tanguy et toi, vous faites des livres totalement différents. Ah oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, rien à voir. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur Des châteaux qui brûlent, parce que effectivement, ta façon de te disperser là-dedans, elle est magistrale. Tu m'as dit qu'il y avait à peu près 17 voix principales de personnages qui sont embarqués dans cette entreprise collective, pourtant, collective, qui est d'essayer de sauver leur emploi dans cette usine cet abattoir, d'abattoir. Et en même temps, là où je trouve que cette éthique qui amène à ne pas s'apitoyer sur le personnage, c'est tous ces personnages qu'on voit passer. Ce sont ces moments où tu vas chercher dans leur discours intérieur l'endroit où ils ont peut-être accepté que la vie les humilie. Alors je cite ce passage là au passant. « Sans réfléchir, j'ai validé le fait qu'un petit poussé ne pouvait pas faire de grandes choses. Ce qu'on valide sans réfléchir, qui le valide ? Qui parle à ce moment-là ? Celui qu'on est vraiment ? C'est quoi être vraiment ?» Et ça continue comme ça. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a rien fait de sa vie et qu'il a été un suiveur, un petit poussé qui s'est égaré. Et toi, tu vas le chercher dans son fort intérieur pour trouver ce moment où chacun a laissé la vie le dépasser. C'est en pensant à ça que je disais qu'effectivement, tu vas donner la parole à ce qui n'arrive pas à trouver son chemin. Et dans le collectif, les entreprises collectives, évidemment, mais ça passe par l'individu, le sujet singulier. Oui, je voulais tenir dans celui-là, alors qui est vraiment un roman, c'est une fiction, c'est que des voix inventées, etc. Mais c'est ça que je voulais tenir la corde entre on se lance dans un projet collectif qui est l'occupation de l'usine, la séquestration du ministre, mais ça ne veut pas dire qu'on se démet obligatoirement de tout ce qui fait de nous aussi des individus, c'est-à-dire on est façonné par le corps social, on est façonné par la télé, on est façonné par le bain culturel dans lequel on vit, etc. Mais il y a aussi des aspérités, etc. Et donc je voulais décrire dans ce livre à la fois les deux tensions, c'est-à-dire j'ai envie de cette énergie collective qui est à l'œuvre dans la séquestration, mais il n'est pas raison, je ne veux pas, comme dans un système totalitaire, d'émettre de tout désir, de toute individualité, de toute différence, etc. quoi. Donc j'essayais dans l'écriture de faire que chaque prise de parole soit tendue comme ça entre ces deux pôles. Mais alors, qu'est-ce qui fait dans un siècle les critiques se pencheront sur l'œuvre d'Arnaud Berthinat et diront, ils aiment ça, hein. Il y avait un premier Berthinat et un second Berthinat. Et il y a eu une rupture. Non, il n'y a pas de rupture en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Qu'est-ce qui fait, plus sérieusement, qu'à un moment donné, à partir des châteaux qui brûlent, là, les 3 livres, tu t'intéresses à ces personnes qui sont dans la souffrance d'une certaine manière, alors que, par contraste, le livre d'avant, ça doit être celui d'avant, Je suis une aventure, tu t'intéresses à Roger Federer. Oui, mais... Roger, héros des GE. Extraordinaire ouvrage. Oui. Oui, alors
là, je peux expliquer le lien avec ce livre-là, mais là, ça va nous emmener trop loin parce que Federer, mais c'est quand même les mêmes enjeux, tu vois. C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans tous mes livres, y compris ceux-là, qui sont pas des fictions, c'est toujours les moments de métamorphose. Je ne décris que ça, je ne décris que des métamorphoses, que des personnages que je prends à un moment, quand le livre commence, ils n'en peuvent plus d'être le jouet de force qui les comprime, qui les accable, et toute l'intrigue du livre, c'est vont-ils réussir à se défaire de ces forces-là? Vont-ils réussir à fuir? Vont-ils réussir à se réinventer? Federer, je le prends exactement au même moment, c'est-à-dire, est-ce qu'il va réussir à se réinventer, à pas être hypnotisé par le fait d'être le plus grand joueur de l'histoire? Est-ce qu'il va réussir à prouver que oui, il est encore en train de performer, de devenir meilleur, d'adapter son jeu, etc., etc., de ne pas devenir lisible, etc. Donc Federer, il fait quand même, tu vois, c'est quand même cohérent. Ensuite, il y a plusieurs livres qui ont à voir avec la question de l'exil, avec la question des réfugiés et tout. Donc là, on est sur un terrain très social, disons, mais en fait, les livres étaient déjà sur ce terrain-là. Et puis, j'ai été très surpris quand je fais le livre sur le Congo et que je comprends, parce que les deux livres se sont un peu chevauchés, et que je comprends qu'ensuite je vais faire le livre sur la Creuse, je me suis dit, tiens, je fais vraiment un écart par rapport à la structure de mon travail, je fais un pas de côté, et puis quand j'aurai terminé ces deux livres-là, je reviendrai à la fiction, c'est-à-dire je reviendrai à la base de mon boulot. Ce que tu es en train de faire. Oui, ce que j'ai en train de faire, puisque là, je suis à nouveau sur une fiction. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi très peu de temps après m'être dit ça, je me suis rendu compte à quel point je me trompais. C'est-à-dire, vraiment, je me trompais complètement. Pourquoi ? Parce que ces deux livres-là, qui sont des récits documentaires, je n'aurais jamais pu les écrire si j'avais pas écrit les fictions au préalable, qui étaient des fictions déjà dans lesquelles j'essayais déjà de multiplier les prises de parole, dans lesquelles j'essayais déjà de faire que des paroles de voix fragiles, de voix différentes, de voix écartées se fassent entendre dans les livres. Et donc, en fait, c'est les romans qui m'ont rendu désirables ces sujets et qui m'ont rendu peut-être aussi capable d'y aller, quoi. Mais l'opposition, c'est pas fiction, non-fiction. Hein. Non, justement. Enfin, c'est pas là-dessus que oui, mais moi, dans un premier temps, j'ai cru que c'était ça. Tu vois, j'ai cru que je faisais vraiment un pas de côté parce que j'allais du côté du documentaire, etc. Alors qu'en fait, c'est le même geste et que je me répète, pardon, je n'aurais pas pu écrire ces deux livres si ça faisait pas déjà 15 ans que j'essayais de travailler la question polyphonique dans les romans. Et c'est vrai que j'ai fait l'expérience de lire tous tes ouvrages disponibles du dernier au premier, mais en suivant cet ordre-là à l'envers, parce que je fais tout à l'envers. On va te mettre sous cloche, Dominique, parce que... C'est le même. Il y a pour l'instant qu'un seul Bertina. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Oui. Mais ça, c'est... Alors, au début, quand j'ai commencé à écrire, à publier, j'avais un peu l'obsession d'essayer de garder la main sur la succession des livres, tu vois, que la succession des livres dise bien quelque chose. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu peux plus tenir la corde, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, s'il y a une cohérence qui doit s'exprimer, elle s'exprimera, tu vois, elle apparaîtra à un moment ou à un autre. Et c'est ce que je constate un peu, quoi, c'est que effectivement, il y a en fait des cohérences souterraines qui sont très très puissantes et qui font que les livres s'enchaînent en dialoguant les uns avec les autres. C'est pas, tu vois, pour le coup, c'est pas parce que je fais un livre sur Federer et ensuite un livre sur les ouvriers de la Creuse. En fait, je pourrais faire un exercice de voltige qui consisterait à montrer à quel point les deux livres dialoguent ensemble, quoi. Oui, j'entends ce que tu dis. C'est sûr qu'il y a une continuité. Il n'en reste pas moins vrai que on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que tu prends comme intérêt, comme matière pour des livres à un moment donné, des gens qui ne sont pas Federer quand même, qui sont positionnés dans le monde comme des opprimés, pour le dire vite, quoi. Tu as quand même, à un moment donné, une appétence pour écrire sur
sur ce monde-là. Oui. C'est quand même différent. Oui, mais là après, c'est des questions bêtement biographiques hein, qui ont à voir avec la vie de ma famille, avec certains de mes grands-parents, etc. Enfin, je veux dire, je peux expliquer tous mes livres pareil à partir de mes 4 grands-parents que j'ai très bien connus. Le premier est mort, j'avais 21 ans, donc je les ai vraiment les 4, je les ai très très bien connus. Et c'était deux couples qui avaient rien à voir, qui étaient des prolos italiens et de l'autre côté de la bourgeoisie de province, Lions Club, etc. Mais en fait, tout ce qui me pousse à l'écriture, je peux dire que ça vient de ces 4 personnes-là, quoi. C'est pas une explication satisfaisante, non, je te vois froncer les sourcils, mais... Oui, parce qu'en même temps... mais c'est mon explication. Je me rappelais qu'hier, à propos de je ne sais plus quel écrivain, il y a un critique qui avait dit c'est son père qui est en jeu. Et t'avais rejeté violemment Ah, je me souviens pas. Oh là là, tu nous fais de la psychologie, Dominique. Non, tu nous fais de la mauvaise. C'est peut-être moi qui rejetait cette interprétation-là. Mais je ne sais plus de qui il s'agissait. Oui, mais tu vois que je noie le poisson en parlant de mes grands-parents et non pas de mon père. Oui, mais si on prend Federer, parce que tu dis, oui, mais Arnaud ne s'intéresse pas qu'à des Federer, mais aussi aux exclus. Le Federer, j'ai le sentiment que c'est un prétexte pour resituer l'engagement éthique d'un personnage, puisque tout le livre est rythmé par cette éthique que le personnage se répète. Ne fais pas de ton adversaire un ennemi. C'est énorme ce truc-là. C'est énorme. Tellement énorme que j'ai cherché dans les documents internet sur les magazines sportifs où il l'avait dit. Je ne l'ai pas trouvé. C'est une invention. Oui. Non, mais c'est important de le souligner. Il y a quelque chose que tu as été déposé chez ce personnage-là pour dérouler le fil du lien de la parole à autrui. Et du lien qui oriente la vie par rapport à une éthique. Et là, je trouve que c'est tout à fait Arnaud. Ouais, et ben c'est super. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on n'est pas sur le même plan. Là. Mais tu vas voir, il y a quand même un plan commun, c'est c'est étonnant que tu cites cette phrase-là parce que ça fait partie de mes obsessions et c'est clairement ça, c'est le cœur du bouquin sur Federer. Je suis une aventure. Mais par exemple, les ouvriers de la Creuse, ils sont exactement là-dedans aussi en fait. Ouais. C'est-à-dire quand ils me disent, t'as eu la main lourde sur la préfète de la Creuse, t'as tort, tu te trompes en l'accablant comme ça, etc. En fait, ils me renvoient à la même image. C'est-à-dire moi, avec ma hargne de bas étage, je voulais me la payer, et eux ils me disent, bah non, c'est plus subtil. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est sincère, etc. Elle est peut-être con, mais elle est sincère. Alors moi, je m'en fous de la sincérité de quelqu'un qui est con, mais bon... non, mais bon, en tout cas, je suis obligé c'est pareil, je suis obligé d'entendre ce qu'ils me disent. Ils me disent, t'as eu la main lourde, comme c'est eux qui sont concernés. Résultat, je suis obligé de terminer le paragraphe en disant, voilà, ils m'ont corrigé, en me disant que je me trompais, etc. Et tu l'écris, effectivement. Oui, je l'écris. Je l'écris vraiment. Ça me semble important de montrer que si on me contredit, non seulement j'écoute, mais peut-être aussi même je peux arriver à comprendre qu'ils aient raison. Enfin, je veux dire, mais tu vois, effectivement, voilà un parallèle qu'on peut faire entre les deux bouquins, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ennemi, c'est toujours un piège. C'est toujours quelqu'un qui vous assigne à une identité, à un endroit, etc. C'est toujours celui qui va faire de vous l'autre connard, quoi. Et en fait, c'est un piège colossal, quoi. Il faut toujours arriver à être un peu ailleurs. J'ai fait un petit livre qui s'appelle Ma solitude s'appelle Brando, qui est un récit très différent, d'une facture très différente, mais qui est sur ça aussi. C'est pareil. Donc tu t'abandonnes pas à la haine. Ben, j'aimerais bien, mais je pense qu'au jour de l'autopsie finale, je pense que le mec qui ouvrira, il trouvera ça quand même vraiment très très noir à l'intérieur. Hein, Oh non, je suis sûr qu'on va trouver de belles choses. Je sais pas. Des fleurs. Je sais pas. Attendons. Oui, on n'est pas pressé. C'est à la fin qu'on peut autopsier, hein, pas prématurément. On peut peut-être ouvrir quand même la parole et je sais pas s'il y a... Vas-y, Jack. Bon, Arnaud, je vous ai écouté avec attention. J'ai attendu en vain un mot qui n'est jamais venu. Donc
votre dialogue entre les trois. Et je vais donc m'en expliquer. J'ai vécu moi-même la même expérience que toi. Je veux parler de ton expérience en Afrique. J'ai vécu la même expérience que toi au Brésil, à Rio, où en parallèle avec mon travail professionnel, je fréquentais le monde des prostituées, des jeunes prostituées qui ne savaient pas de quoi serait fait le lendemain de leur jour. J'ai écrit un manuscrit qui n'est pas encore publié, mais qui j'espère le sera. Et ce mot que j'attendais, c'est le sentiment que j'avais vis-à-vis de toutes ces prostituées que j'ai pu rencontrer pendant 2 ans et demi et pour lesquelles j'ai en permanence noté, consigné tout ce qu'elles pouvaient me dire, tout ça. Je n'ai jamais ressenti ni pitié, ni admiration. Le sentiment que j'avais avec elles, au profond, c'était respect. J'avais pour ces personnes du respect, tout simplement. Et ce mot, vous ne l'avez jamais prononcé. Mais ça traverse tout ce qu'il a dit et les 2 livres. Hein. Ça traverse, effectivement, c'est présent. On s'est appesanti sur la pitié, sur l'admiration, mais on aurait pu, en tout cas, moi c'est mon cas pendant 2 ans et demi. Et je crois qu'à un moment donné, tu l'as dit. Hein. C'était du respect. Ces gens, je l'ai simplement, tout simplement. Et je crois qu'Arnaud l'a dit. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, ok, j'entends bien ce que vous dites. Peut-être que quand j'étais dans la cour avec dans la concession de la petite ONG avec les filles, je pense que le respect, elle le voyait, c'est-à-dire je leur ai jamais dit je te respecte ou par contre, je pense que ça se traduisait par des tas de gestes ou des tas d'habitudes. Donc, par exemple, c'était le fait que je faisais pas du tout de tourisme. Je passais toutes mes journées avec elles là. Je me baladais jamais. Je déjeunais avec elles. C'était le même déjeuner. C'était par terre dans la cour avec elles, etc. Et que ça, elles avaient jamais vu un blanc faire ça. Et puis, elles avaient jamais vu un blanc le faire pendant 1 mois, mais elles avaient jamais vu un blanc revenir 3 mois après pour à nouveau vivre la même vie, etc., etc. Donc, je pense que dans le fait qu'au fil des voyages, elles m'ont fait confiance, ça s'était pas donné tout de suite, je pense que c'est parce qu'elles comprenaient qu'il y avait du respect de ma part. Mais j'ai envie de dire quand même que j'essaye de pas faire des... J'ai pas envie de dire que je les respectais toutes, parce que c'est pareil, ce serait supprimer des différences entre elles, en fait. Et qu'il y avait certaines de ces jeunes femmes qui me semblaient respectables, admirables, passionnantes, intéressantes, etc. Et puis, comme dans n'importe quel groupe humain, il y en avait aussi que je trouvais agaçantes, insupportables, malhonnêtes, etc. Et donc, en fait, j'essaye de faire attention à pas faire une trop grande catégorie, quoi. Et que de dire de manière générale je les respectais, j'ai peur que ça fasse une trop grande catégorie. Mais j'entends bien sinon ce que vous dites, et que bien sûr c'est ça qui est à l'horizon. Il y a une phrase que j'ai d'Emmanuel Carrère dans Le Royaume vers la fin et qui interpelle tout le monde, qui à la limite pourrait résumer ce livre. Il dit: les gens qui voient les autres, qui se sentent supérieurs ou inférieurs ou même égaux aux autres, n'ont rien compris à la vie. Oui, c'est une phrase forte. Ouais. Pardon, c'est par rapport à ce que vous disiez, monsieur. J'avais l'impression, moi, que le fait de parler, comme dit M. Bertina, d'égal à égal, sans mettre de supériorité ou d'infériorité d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire donc d'être d'égal à égal, et il dit qu'ils se sentent concernés par ce qu'elles vivent, comme si ce qu'elles vivent nous appartienne à tous. Eh bien, ça aussi, c'est une forme de respect. Oui, je suis peut-être un peu perdue. Non, c'est mieux quand on dit. Pardon? C'est mieux quand on le dit. Ça met des échelles, moi, je trouve.
Par contre, me revient maintenant ce que tout à l'heure, quand Dominique parlait de Rousseau et de l'attention à l'autre, je cite un truc de Margaret Mead, qui était une anthropologue américaine des années 50, 60, non, oui, 50-60, et qui a une définition magnifique de l'entrée dans l'humanité, c'est-à-dire à partir de quel moment, donc par exemple, les anthropologues, les historiens, les préhistoriens disent, bah voilà, c'est à partir de l'invention de l'outil, etc., qu'on peut tout d'un coup voir une séparation entre le règne animal et... Bon. Bref, tout le monde tente sa définition, et Margaret Mead, elle en donne une magnifique, elle dit, pour moi, l'humanité s'invente dans le premier squelette d'hommes ou de femmes préhistoriques qu'on a pu trouver, sur lequel on a repéré les traces d'un fémur rafistolé. Parce que ça arrive, ça a été retrouvé. Et elle dit que pour elle, c'est dans ce squelette-là que se joue l'humanité. Pourquoi ? Parce que si on ne rafistole pas la jambe d'un homme ou d'une femme préhistorique, il meurt dans la journée, quoi, bouffé par les bêtes, etc., etc. Et donc ça veut dire que les gens qui étaient avec cette personne-là blessée ont compris qu'il fallait à tout prix la sauver. Et je trouve ça magnifique de faire partir l'humanité, l'histoire de l'humanité, du soin, de la question du soin, quoi, et donc de ce que décrit Rousseau d'une certaine manière, de ce dont Rousseau a l'intuition, c'est-à-dire non pas penser uniquement à ma survie, mais penser aussi à la survie de celui qui va avec moi. Oui. Non, c'est... Allez-y. Et après, ça sera toi. Parle fort, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour la discussion. C'était très intéressant pour moi parce que je travaille beaucoup sur la relation entre la douleur, le cinéma, la littérature et la psychanalyse. Et j'ai une patiente qui se propose de vivre la souffrance des autres. Et alors, ma question est peut-être un peu naïve, mais j'essaie quand même. Est-ce qu'on peut vraiment vivre la souffrance des autres ou la souffrance représente quelque chose qui ne se vit que dans la solitude ou dans la méditation, voilà. Moi, je ne peux pas faire une réponse générale parce que je n'ai pas la compétence, etc. Je peux juste me baser sur ce que j'ai vu et redire cette chose, c'est-à-dire que non, il y a quand un jour je visite un squat avec les infirmières de l'ONG, et c'est un ancien collège, c'est un endroit qui est dans un état épouvantable. Il y a un tas d'ordures qui montent quasiment jusqu'au 2e étage dans la cour. Il y a des rats partout, il y a des enfants qui courent partout, c'est épouvantable. Et je sors de là et j'écris à ma compagne, je lui dis, je viens de visiter le lieu de vie le plus épouvantable que j'ai jamais vu. Elle me dit, tu dois être ému. Et en fait, non, concrètement, je l'étais pas. C'est-à-dire, là, j'étais pas en larmes. Sauf que je ne sais absolument pas, dans les fois d'après où j'ai pu me retrouver comme ça ému par telle ou telle chose, y compris par des choses anodines, je ne sais pas si c'est pas justement tout ça qui remonte à la surface, quoi. C'est-à-dire si justement pour garder la tête haute, je mets pas en place des dérivatifs qui emmènent mon émotion à tel ou tel endroit. Et avec la souffrance, c'est pareil. Quand je suis face à la souffrance de quelqu'un, c'est très compliqué parce que je suis pas face à la souffrance, en fait. Je suis pas face à quelqu'un qui est en train de souffrir, je suis face à quelqu'un qui est en train de me parler, ou face à quelqu'un à qui je suis en train de poser des questions. Et donc, cette personne va me raconter quelque chose qui l'a blessé profondément, quelque chose qui l'a laissé dans un état de détresse très fort. C'est très compliqué d'arriver à comprendre à quel endroit ça intervient, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais récupérer cette douleur-là, et en fait, en moi, elle va agir à un autre endroit, quoi. Après coup. Oui, ou même à un autre endroit. Par exemple, ça va agir sur mon narcissisme. Par exemple, nous, on vit dans un monde comme ça, occidental, où
notre ego est à bloc, quoi. C'est-à-dire ça fait un siècle ou deux que tout est tourné vers l'individu. Ça fait 50 ans ou 60 ans que toute la publicité du monde occidental essaye de nous faire croire que on a tous une valeur incroyable, etc., etc. Là, je suis au Congo, face à des filles qui sont dans un autre univers culturel, qui a plus rien à voir. Et donc, quand elles sont blessées, quand elles souffrent pas au même endroit. Elles souffrent autant, plus, peu importe. C'est pas une question de quantité, mais c'est juste, ça va pas du tout appuyer au même endroit, quoi. Quand vous êtes fréquemment orpheline à l'âge de 8 ans, alors que nous, ça nous arrive, statistiquement, ça nous arrive rarement, et ben, le deuil, le fait d'être seul et d'être orphelin va pas jouer au même endroit pour nous que pour eux, quoi. Pour eux, c'est de l'ordre quasiment du banal. Et alors que si nos parents, par exemple, j'inverse, si nos parents nous disent je te maudis, mais on n'en a rien à faire, on n'y croit plus du tout. Donc en fait, ils nous disent ça, et l'instant d'après, on est dans la rue, et on n'est pas affecté par ça. Là, moi, j'ai vu des filles trembler 10 ans après qu'on leur ait dit qu'elles étaient maudites. Elles ne pouvaient pas dire le mot. Donc en fait, il ne faut pas chercher un truc avec la souffrance ou avec la détresse. Je ne crois pas qu'il faille chercher à tout prix à rentrer en connexion, en fusion presque, de manière fusionnelle avec les choses, parce qu'en fait, on va accéder à la personne en comprenant qu'on est en train de la louper. Je sais pas si je suis clair, je vais faire un détour, mais ça vraiment c'est une conviction très forte. Du moment où j'ai compris que les filles au Congo ne pouvaient pas me parler de leur intimité en français, je les loupais, et en fait, en les loupant, eh ben, j'attrapais quelque chose de leur singularité collective, quoi. Eh ben, c'est pareil avec la souffrance, c'est-à-dire, je vais comprendre qu'elle souffre à un endroit qui n'est pas du tout l'endroit où chez moi ça produirait pas la même chose. Et bien justement, c'est dans ce décalage-là, dans le moment où tout d'un coup on ne se comprend pas, que en fait je chope quelque chose de sa singularité. Je sais pas si... Qu'est-ce qui fait que, alors que ton premier séjour là-bas est un peu, entre guillemets, un échec par rapport au projet initial, c'est-à-dire quand tu avais demandé l'ONG de venir là-bas pour faire des ateliers d'écriture, entre guillemets. Et en fait, tu réalises que c'est mission impossible. Et qu'est-ce qui ferait que, malgré ce constat de départ, que tu es venu 4 fois à des séjours différents? Qu'est-ce qui fait que tu es revenu? Quel est le mouvement de ton âme qui fait que tu es revenu 4 fois? Parce que dès le premier séjour, en fait, quand je constate que évidemment c'était complètement idiot de parler d'un atelier d'écriture, etc., immédiatement je change ça en entretien pour quand même faire quelque chose, quoi. Et les entretiens marchent, c'est-à-dire que les filles, il y en a spontanément, il y en a plusieurs qui dans le premier séjour acceptent de venir me parler. Et donc je me dis, si, je vais revenir et je vais faire la même chose, je vais faire des entretiens. Celles qui veulent écrire, parce qu'il y en avait quand même 5 ou 6 qui arrivaient un peu à écrire, celles qui veulent écrire, je veux bien faire l'atelier que pour elles, et le reste du temps, je fais des entretiens. Et le fait de revenir en permanence faisait que des choses à côté desquelles j'étais passé, que j'avais pas comprises, etc., pouvaient à nouveau être le sujet de la conversation. Ou alors, parce qu'elle me voyait revenir, elle me faisait un peu plus confiance, et donc elle pouvait aller un peu plus loin dans le témoignage, etc. Donc l'atelier d'écriture, moi ça m'allait très bien que ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas la forme qui m'intéresse le plus. Cette relation ressemblerait pour moi au cri de Munch. Au cri de Munch. Oui, au tableau. C'est ça, hein. Est-ce que le mot résilience... Attends. Attends. Le cri de Munch, c'est-à-dire que le cri, il est là. Vous entendez, non, ce que dit monsieur? Ouais. Ça le fait penser au tableau de Munch, le cri. Vous voyez ce que c'est, ce tableau? Alors, le cri est là. Nous le recevons. Mais quand Munch le dessinait, le peignait, qu'est-ce qu'il vivait? Qu'est-ce qu'il vivait qui est resté dans la toile? Ou qu'est-ce qu'il vivait qui n'a pas mis dans la toile? Ou qu'est-ce qui est dans la toile et qui n'a pas vécu?
Oui, oui. Monsieur s'interroge sur qu'est-ce que vivait Munch quand il a fait ce tableau, quoi. Et qu'est-ce qu'il y met de lui, Et ou qu'est-ce qu'est-ce qui qu'il vient met de lui, d'autre voilà. chose que lui, etc. Oui, oui, ben c'est pour ça qu'il m'avait semblé important de parler un peu de moi en rapport avec ce que vivaient les filles, pour que justement le lecteur soit pas face à un texte informé par des choses que le lecteur n'aurait pas. C'est-à-dire, il s'agit de prostitution, ça me semblait très important de dire quel était mon rapport à la prostitution. Est-ce que j'ai été client, est-ce que je ne l'ai pas été, etc. Parce que obligatoirement, ça change mon regard, quoi. Donc là, oui, tout geste artistique, il est toujours trempé d'apport personnel, de construction intellectuelle, de grumeaux qui viendraient de l'extérieur et qui ne sont pas complètement assimilés. Enfin, Et est-ce qu'elle savait que vous étiez là pour écrire? Alors ça c'est très simple. Elle savait dès le premier jour que j'étais là, invité par l'ONG, pour tenter de trahir la question du témoignage, de manière à ce que l'ONG puisse éditer des petites brochures avec les récits de vie des filles pour faire connaître leur situation et aussi pour tenter d'obtenir des subventions supplémentaires, soit auprès de l'Union européenne, soit auprès... Et elle savait aussi que les photos que je prenais seraient utilisées dans la brochure. Donc celles qui ne voulaient pas être prises en photo, évidemment, je ne les prenais pas. Et celles qui voulaient que leur texte soit anonyme, évidemment, ils étaient anonymes, etc. Donc ça, elle le savait. Et quand on a édité les deux brochures, celle pour Brazzaville et celle pour Pointe-Noire, elles les ont reçues, elles avaient des exemplaires à elles. En revanche, le livre est venu plus tard. Mais le livre, je l'ai quand même fait en complicité avec l'ONG, quoi. C'est-à-dire, mais on avait leur accord pour les brochures. Et dans le livre, je parle pas tant d'elle, je parle du type de relation que j'ai réussi à construire avec elle. Voilà, c'est une zone grise entre elle et moi, quoi. C'est pas uniquement les textes des filles. Il y a deux interventions successives. Gérard, puis après monsieur. La résilience a une place dans vos réflexions. Sans doute je ne le maîtrise pas ce mot, mais en tout cas c'est clairement ce que l'ONG tente de faire, c'est-à-dire que l'ONG leur propose un cycle une fois qu'elles sont repérées la nuit dans les lieux de prostitution, l'ONG leur propose un cycle de 3 ans, avec la première année des cours de santé, des cours d'alphabétisation, une rescolarisation. Et si elles sont assidues, ensuite l'ONG leur trouve un stage en entreprise qui dure 1 an aussi. Couture, mécanique, tôlerie, électricité, coiffure, pâtisserie. Si elles sont assidues pendant toute cette année de stage, ensuite l'ONG débloque un peu de crédit pour leur permettre de se lancer. Donc par exemple, celle qui a fait pâtisserie, l'ONG lui achète un petit four et puis construit avec elle un plan marketing. Et ensuite, elle se retrouve dans la nature. Et pourquoi on peut parler de résilience ou de succès, c'est parce que 75% des filles ensuite ne sont plus vues dans les lieux de prostitution. Donc c'est que ça marche. Donc c'est qu'il y a bien une forme de résilience. Et là, la forme de résilience, ce serait apprendre à se respecter soi-même un peu plus, quoi. C'est-à-dire, elles ont été piétinées par tous les hommes qui se sont trouvés sur leur chemin. Elles ont aussi été piétinées par beaucoup de femmes. Mais elles réussissent à se battre à nouveau et à penser qu'elles valent quelque chose, quoi, qu'elles peuvent mériter autre chose. Donc il y a une forme de résilience. Ouais. Oui, pardon. Vous disiez que les entretiens se faisaient en français. Enfin, ils sont tous faits en français. Sauf une fois. Donc oui, tous en français, sauf une fois. Et une fois, c'était une fille qui n'était pas francophone. Et ça m'a convaincu qu'il fallait à tout prix que je les fasse en français parce que j'ai demandé donc à un formateur de traduire l'entretien. Et toutes les réponses que me traduisait cet homme étaient toutes inintéressantes. C'était très plat, c'est-à-dire à chaque fois je prenais en note par politesse, mais vraiment ça n'avait aucun intérêt. Et à un moment, il y a eu une sorte d'effondrement intellectuel. Je lui dis, voilà, quel métier tu aurais imaginé ou voulu faire s'il n'y avait pas eu cette étape dans la prostitution ? Et elle répond, traduit par cet homme, elle répond secrétaire. Alors je note secrétaire et puis je m'en fous, mais et là il se corrige, il dit, enfin elle n'a pas dit secrétaire, elle a dit qu'elle aurait voulu envoyer des messages partout dans le monde.
Et donc je me suis dit, bon sang, s'il m'a n'a salopé rien à voir. s'il m'a salopé tout l'entretien comme ça, vraiment, là, j'avais envie de l'étrangler, quoi. Parce que là, tout d'un coup, on comprenait que ça la fasse rêver, la fille, quoi. Et on comprenait qu'il y avait presque un élan de vie, quoi, dans cette réponse. Et donc je me suis dit, je préfère encore faire tout en français, quitte à ce qu'il y ait des choses qu'elle n'arrive pas à dire, parce qu'au moins, si je suis très attentif, je me rendrai compte qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer. Je serai quand même maître de l'entretien un petit peu, quoi. Il y a, en attendant, on n'en a jamais parlé, mais comme c'est une actualité un peu douteuse, Anne et Arnaud, on n'en a jamais parlé ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a à la fois une grande proximité, et je tiens à la citer parce qu'elle est tellement aujourd'hui par tout un milieu littéraire démoli de nos jours. Elle est complètement laminée. C'est scandaleux d'ailleurs. Et les prix Nobel, les gens devraient être fiers. Ce sont, je dirais pas patriotes, mais une concitoyenne. Et elle est laminée, quoi. Alors, elle est laminée, elle est aussi devenue, depuis une quinzaine d'années, elle est aussi devenue une star, hein, dans un certain milieu. Oui, dans un certain milieu, mais elle est vraiment, elle est adulée aussi par énormément d'autrices, de jeunes autrices, et puis par des gens comme Didier Ribon, comme Édouard Louis, etc., qui payent leur dette en permanence vis-à-vis d'Annie Ernaux. Moi, j'ai vu son histoire, alors pas son histoire familiale, mais vu son histoire vraiment dans le champ littéraire et culturel. C'est-à-dire vu les tombereaux d'insultes, parce que c'est pas nouveau, hein, c'est depuis le début, qu'elle a eu à supporter. Je n'ai que de l'admiration pour elle, parce que elle reste convaincue, forte, concernée, battante, alors que maintenant, l'âge qu'elle a, c'est qu'elle doit aller chercher loin cette énergie-là, mais elle ne recule pas d'un pouce. Et je trouve ça absolument admirable. Ensuite, sur le plan littéraire, je la crédite d'une très grande force intellectuelle, quoi, c'est-à-dire d'avoir réussi à produire des descriptions de sa propre biographie, de son milieu, de son énergie de vie dans l'écriture, qui n'existaient quasiment pas. Ensuite, les outils qu'elle convoque pour écrire ces livres-là sont pas exactement les miens. Par exemple, elle dit qu'elle veut à tout prix pouvoir être lue par sa mère. Et donc, ça suppose de faire un certain travail sur la langue, sur les formes du livre, etc. Moi, ceux qui trop supportent, c'est un livre qui est très littéraire, mine de rien, quoi. C'est-à-dire, notamment les GMS m'ont dit... j'ai eu du mal, hein. Mais il n'y a pas de problème, parce que c'est pas pour que eux le lisent, c'est leur histoire, ils en ont rien à faire de lire mon livre. En fait, c'est pour emporter leur histoire sur un autre terrain. Et donc, donc voilà, j'utilise pas les mêmes outils qu'elle, mais j'ai une admiration sans borne pour la personne et quand même aussi l'autrice et l'intellectuelle qu'elle est. Et les tombereaux d'insultes suffisent à dire sa pertinence, quoi. Cela dit, les ouvriers GMS, il y en a qui tu as déjà dit ça, ont trouvé que c'était dur à lire, mais tous ont accueilli très très favorablement. Ah oui, non, mais c'était la fête. Ah oui, c'était la fête. En plus, quand on a fait le lancement à la Souterraine, c'était dans une librairie qui venait d'ouvrir et qui est une ancienne pharmacie. Et en fait, il a conservé un vieux comptoir en bois du 19e. Et donc, il suffisait juste de cligner un peu des yeux et on voyait un comptoir de bar. Hein. C'était vraiment... Donc en fait, dès qu'on a eu terminé la discussion autour du livre, là on n'était plus du tout dans une librairie. Ça n'avait plus rien à voir. Non, c'était très joyeux. Et oui, ils étaient contents parce que il y a mon livre, mais avant ça, il y a eu une bande dessinée, et puis avant ça, il y a eu un documentaire qui leur a été consacré. Et ils ont été très surpris de voir débouler comme ça le milieu culturel à la Souterraine, parce que ils étaient plutôt habitués à ce que les gens de Paris, à ce que les élus, à ce que les responsables administratifs, les ministres, etc., les méprisent, ne tiennent jamais compte de ce qu'ils disaient.
que là, de tout d'un coup, de voir que nous, on consacrait 3, 4, 5 années de notre vie à relayer leur histoire, ils nous ont dit, au moins, grâce à vous, on s'est dit qu'on n'était pas fous, quoi, qu'on n'était pas en train de hurler dans le désert, qu'il y avait bien des personnes qui trouvaient ça intelligent, ce qu'on disait, ou qui trouvaient ça méritant, les formes qu'on a voulu donner à notre combat. Donc là, oui, il y avait quelque chose de joyeux, même s'ils lisaient pas le livre. Il y en a qui ne l'ont pas lu et qui m'ont fait signer 5 ou 6 exemplaires. Et oui, c'est ça qui est très très important, c'est que à ne pas pouvoir être entendu, c'est la folie, quoi. C'est le sentiment d'être fou qui guette, et c'est là où on voit la puissance de la littérature. Et je crois que les tombereaux d'insultes que reçoit Annie Ernaux, c'est parce que son œuvre touche à une certaine impudence du dire aussi. Oui. Il y a quelque chose d'impudent dedans. Elle déplace quelque chose. Et ouais. Donc je te souhaiterais beaucoup d'ennemis. Oh là, non. Oh là, j'ai déjà du mal avec. J'ai déjà du mal avec ceux que je crois avoir. Il y a une différence entre les deux. Annie Ernaux, elle n'a pas caché sa colère. Ah non, jamais. Alors que toi, grand courage. Toi, elle est là, ta colère. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à l'autopsie, ce sera pas beau. C'est très différent entre vous deux, de ce point de vue-là. Non, mais il faut un grand courage et il faut une espèce d'assise. Et elle a manifestement cette assise-là, mentale, intellectuelle, que moi, j'ai pas du tout. Oui, je suis beaucoup trop... je suis beaucoup plus fragile qu'elle. Tu parlais de confiance. Pardon, il y a une question, qui Sophie. Allez-y, je dirai après. Juste sur la confiance, tu as évoqué le mot confiance et je voulais souligner combien, à chaque fois, que ce soit les jeunes filles de Pointe-Noire ou les ouvriers du GMS, ils t'ont fait confiance. Ils t'ont fait confiance, et il y a une anecdote quand même qui est une expression de confiance. Après la publication du livre, tu es invité sur Arte, l'émission 28 minutes, et tu as entraîné un des ouvriers, Vincent Labrousse. Et il fallait qu'il te fasse sacrément confiance pour venir avec toi à la télé parler de ce livre quand même. Oui, mais alors Vincent c'est celui avec lequel j'ai le plus travaillé, parce que lui pour le coup il l'a lu complètement, il l'a commenté, etc. Donc il y a une grande... il y a de l'amitié, il y a du respect, il y a de la confiance. Mais en même temps, moi, c'était important pour moi parce que je voulais pas... c'est leur histoire. Donc, ok, c'est mon livre, il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est aussi leur histoire. Et donc, il faut tenir la corde entre les deux choses. Donc, 28 minutes sur Arte, c'est une grande audience. Je ne me voyais pas y aller tout seul. C'était important que quelqu'un vienne avec moi. Et il a accepté sans hésiter. Oui, non, il était content parce que lui, ils prennent tous. C'est pas qu'ils aiment les médias, c'est pas ça, mais ils saisissent la moindre occasion de faire connaître leur combat et d'essayer de montrer à quel point ils ont été constructifs tout le temps au fil des années, quoi. Ils ont toujours cherché à être constructifs et on leur a pas tenu crédit de ça. Oui, merci beaucoup. Ces trois. Oui, je voulais vous remercier, voilà, les trois et Martina, et je voulais revenir sur le livre Ceux qui trop supportent. J'ai pas lu l'âge de la première passe, mais je vais le faire. Mais je voudrais, quand j'ai terminé le livre, j'ai été affectée par le livre, ça m'a touchée. Alors bien sûr, il y a les rencontres avec ces ouvriers, il y a vraiment ces discussions, mais il y a quelque chose, je crois, et alors peut-être que j'ai trouvé une piste de réponse, c'est du côté de l'écriture, je crois, de votre écriture, que quelque chose m'a touchée, et je crois là, à vous entendre, que vous allez me dire si c'est de ce côté-là, mais qu'il y a quelque chose de l'épure de l'imaginaire. C'est-à-dire que vous laissez enseigner par les autres. Il y a quelque chose qui creuse dans votre écriture, où vous êtes dans une position, voilà, mais que vous avez enlevé tout ce qui pourrait... rendre la chose imaginaire du côté sensible. C'est pas du côté sensible que ça se passe, c'est du côté de l'affect. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur votre travail d'écriture ?
Alors, je ne sais pas si, avec cette réponse, je vais exactement là où vous voulez que j'aille. Je me méfie beaucoup de la pente qu'il y a dans toute une partie de la littérature à en faire de trop, quoi. Et à prendre le lecteur un peu en otage avec un certain lyrisme, avec un certain pathos, oui, etc., quoi. C'est pas le meilleur service à rendre aux gens dont on veut parler, quoi. Donc oui, j'essaye de peut-être dans ce livre-là d'être un peu pas sec, c'est pas ça, mais voilà, de contenir quand même, ouais, une certaine effusion possible, ou je vous réponds pas très bien là. En tout cas, clairement, si je réponds sur l'écriture, pour moi, il était évident que même si le livre a des dimensions militantes un petit peu, pour moi, je veux à tout prix qu'on le lise par rapport à la littérature, quoi. Si j'avais voulu si j'avais voulu devenir un cadre de la CGT, j'aurais fait tous les efforts du monde pour devenir un cadre de la CGT. Moi, tous les efforts du monde, je les mets dans les bouquins. Ça veut dire qu'en fait, ce que je cherche, même quand je fais un livre comme ça, très impur, c'est encore la beauté. Donc j'espère encore créer de l'émotion devant la beauté. Voilà, même pour un livre aussi prosaïque que celui-là, c'est-à-dire un livre qui contient des chiffres, un livre qui contient des descriptions d'arnaques industrielles, etc., etc. Ben, même ça, ce que j'espère encore, c'est la beauté. Ouais. Voilà, la dernière intervention, allez-y. Et puis après, on va arrêter. Je voulais vous demander si vous pensez vraiment rendre service aux gens du pays du Congo en écrivant ces livres. Est-ce que je leur rends service ? Si vous pensez les rendre service. Non, alors pas du tout directement. C'est-à-dire, malheureusement, je pense que mon livre change à peu près rien à leur vie, à ces jeunes femmes, très concrètement. Par contre, ce que je peux espérer, c'était que ma présence sur place, vraiment les moments que je passais avec elle, qui là par contre étaient des moments très concrets, parce que pour elle un livre c'est vraiment très abstrait, mais les moments sur place, elle voyait que je construisais une relation avec elle, et donc je peux espérer que ça leur a fait un peu de bien dans la tête, quoi. C'est-à-dire elle se disait tiens, c'est bizarre, ça l'intéresse ce que je lui raconte, alors que quand j'en parle dans ma famille ou autre, ça n'intéresse personne. Et donc là, je peux espérer qu'il y a un petit truc. Et par contre, je peux espérer aussi que l'ONG Asie, donc, qui s'occupe de ces jeunes femmes, grâce au livre, un petit peu, mais c'est difficile à quantifier, réussit à avoir un peu plus de subventions, et donc le sort des générations suivantes de filles en est un petit peu changé, quoi, parce que tout d'un coup, il y a un peu plus d'argent pour acheter des repas, il y a un peu plus d'argent pour l'hébergement d'urgence, etc. J'imagine que ces jeunes filles avaient déjà plus de 18 ans. Non. Non. 14-15 ans. Oui, voilà, c'est plutôt... Elles vivaient déjà de quelque chose avant cet âge, elles sont un peu débrouillées. Donc je pense que dans les situations pareilles, ça serait mieux que ça apporte plus aux jeunes filles quelque chose dans leur vie, parce qu'il y a des aides qui n'apportent rien, en fait, ça parle des aides, parce que moi je suis migrant, je viens de la Guinée. Il y a beaucoup de choses qui parlent au nom de nous, mais pour moi j'ai l'impression que ça ne nous apporte pas quelque chose, en fait. On nous montre à la télé, comme les jeunes filles qui nous ont accompagnés. Mais pour de vrai, c'est comme vendre un peu notre image. Et très souvent, on est obligé de dire oui, parce qu'on est un peu dans la labyrinthe, on n'a pas de porte sortie forcément. Donc si on est dans cette situation, on risque souvent de sourire aux gens qu'on n'apprécie pas forcément, parce qu'on veut montrer nos bons côtés. En étant migrant, en faisant, j'ai fait de maison en maison. Chaque maison que je passais, de temps en temps, j'essaie de montrer mon bon côté, alors qu'on ne peut pas s'intégrer à tout le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde, et on n'est pas obligé non plus. Donc, mais ce système qu'on nous impose en tant que migrants, parce qu'il y a souvent des récits, ce que le migrant doit respecter, mais jamais pour des gens qui accueillent au fait.
Donc je pense que ça doit être un peu équitable de ce côté, et alors que ça apporte plus aux migrants, je vais dire quelque chose de concret en fait, au lieu de les apporter forcément quelque chose, de les pousser vers quelque chose qui va les libérer. Parce que des fois c'est un peu difficile de tendre tout le temps la main et accepter quand on n'a pas le choix, et très souvent on accepte sans le vouloir en fait. Pas trop déranger. Non, vous avez complètement raison. Le grand danger de ce genre de livre ou de démarche, c'est effectivement de prendre la parole à la place des personnes. Et pourquoi ? Parce que non seulement parce que résultat c'est toujours les mêmes qui sont mis en lumière, ça c'est déjà un premier problème, mais c'est tout simplement parce que ces personnes-là déforment obligatoirement les choses, quoi. C'est-à-dire que moi ce que je dis de ces jeunes femmes ne correspond peut-être pas à ce qu'elles voudraient dire elles directement, quoi. Donc vous avez complètement raison, c'est toujours l'énorme angle mort de ces sujets-là. Et c'est pour ça que par exemple la Creuse, quand je fais sur les ouvriers de la Creuse, j'avais toujours à cœur quand c'était possible qu'ils soient avec moi. Pour justement que ce soit pas une captation de leur histoire avec laquelle moi tout d'un coup je ferais ma carrière, quoi. Et malheureusement pour le Congo c'est pas possible de la même manière puisque les filles peuvent pas être là, etc., quoi. Mais je suis complètement d'accord avec vous, et ça cette question-là, c'est une question qui est beaucoup apparue sur les 5 ou 10 dernières années, le problème que c'est de parler à la place des gens. Et en fait, il y a dans le milieu culturel, il y a beaucoup de gens qui s'énervent contre cette question. C'est-à-dire, ils disent, voilà, Flaubert, il a parlé à la place de Madame Bovary, et il a parlé à la place d'une femme de son temps, et il a le droit, et etc. Et ben, en fait, à chaque fois que j'entends les gens du milieu culturel s'agacer contre cette question-là, eh ben, je me dis qu'ils ont tort. Ils ont tort parce que c'est une vraie grande question, en fait. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vais terminer avec ça, quand L'âge de la première passe a été publié, il y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi t'en as pas fait un roman ?» Mais j'en ai pas fait un roman parce que c'est impossible pour moi, même si j'ai passé du temps au Congo, c'est impossible pour moi de rentrer dans la tête de ces jeunes femmes, d'imaginer ce qu'elles pensent au quotidien, quand elles vivent quelque chose le soir, quand elles se font taper. Je ne peux pas imaginer. Il faudrait que je reste 10 ans, et 10 ans avec elles pour vraiment rentrer complètement dans leur monde, dans leurs raisons, dans leurs émotions, etc. Et donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était juste rendre compte de ce qu'elles m'avaient confié. Et pour certaines d'entre elles, je vais répondre à votre première question. Il y en a une qui m'a, donc une seule, qui m'a dit, voilà, on a dit que j'étais une sorcière. Et ben, pour elle, pouvoir dire ça à un blanc de passage, c'était une consolation énorme. C'était un soulagement énorme. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle se débarrassait d'un secret qui était pour elle d'une lourdeur pas possible et qu'elle pouvait justement pas confier à des Congolais. Donc des fois, un blanc dans cette situation-là, un Européen dans cette situation-là, va effectivement voler la lumière à ceux qui pourraient la prendre. Et puis à d'autres moments, des choses vont être rendues possibles parce que justement je suis blanc, parce que justement je viens d'Europe, et que sinon cette chose-là, elle aurait continué de vivre avec, sans pouvoir se débarrasser de ce truc-là, quoi. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec vous. Attends, il faut qu'on en reste là. Hein. Jack, il faut qu'on en reste là. Hein. Vas-y, très bref. Une manière peut-être de contourner le problème, c'est de se cantonner à des dialogues. Et en le dialogue, faire un roman à base de dialogue, et en se contentant de transcrire les réponses, les idées que votre interlocuteur donne. Et non pas donc parler à sa place. Mais si monsieur parle de dialogue, le migrant peut dire ce qu'il pense, mais souvent les dialogues sont corrigés par des gens qui sont d'ici. Oui. Moi j'ai fait des vidéos, mais dans ces vidéos je ne me trouve pas dedans, parce que j'ai amené mes vrais amis pour faire cette vidéo avec moi, mais dans cette vidéo, apparemment peut-être mes amis ne vendaient pas la vidéo, donc j'ai vu aucun de mes amis dans la vidéo. Donc je me dis peut-être, je vois la vidéo dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'était pas moi. Ça a aidé à vendre mon image un peu. Donc le dialogue, est-ce que c'est équitable? C'est ce qu'on dit, est-ce que c'est ce qu'on montre vraiment? On dit beaucoup de choses, mais on montre ce qu'ils veulent montrer au fait. Oui. C'est ça le problème. Enfin, ils prennent ce qu'ils veulent prendre. Ouais. Deux précisions, il faut vraiment qu'on en reste là. 2 précisions utiles. La première, c'est que Mohamed Fatiga a écrit un livre
le récit de sa vie. Et j'espère Un qu'on sur aura mille. une rencontre C'est vous ultérieurement. On vous renverra à la question. Ça sera l'objet de la rencontre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous écrire un livre? Voilà. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura une rencontre comme ici, prochainement ici, avec vous. Voilà. La deuxième question, il faut qu'on en reste là parce qu'il va falloir qu'on réorganise pour le repas maintenant. Et puis en attendant, donc vous pouvez acheter le livre sur la table qui est là, les livres d'Arnaud. Et volontiers, si vous voulez, tu pourras signer ces livres. Tu pourras encore faire cet effort. Voilà. Et on te remercie beaucoup.